Tout d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui à votre réunion pour la présentation d'une étude qu'on a réalisée pour Score LCA il y a quelques années maintenant. L'étude avait démarré en 2002 et je crois qu'on l'avait publiée, enfin que Score LCA l'a publiée en 2023. Pour ceux qui connaissent peut-être pas la structure Score LCA, c'est une association qui regroupe des industriels, des institutions comme l'ADEME et puis un bureau. Et le but de cette association, c'est de promouvoir et de mener des études pour développer l'analyse de cycle de vie au niveau. Alors, c'est une association française, mais qui s'intéresse de près à ce qui se fait aussi au niveau européen, bien sûr. Et l'idée, c'est de promouvoir la quantification environnementale via l'analyse de cycle de vie au sein des activités des différents membres et au-delà, puisque toutes les études Score LCA sont publiées en général, alors avec un petit délai en général de quelques mois à une année sur le site de Score LCA. Donc je vous invite à aller voir pour ceux qui ne connaissaient pas toutes les études. Donc c'est souvent des sujets très méthodologiques qui tournent toujours autour de la quantification environnementale et plus particulièrement de l'analyse de cycle de vie. Et dans le cadre de ces activités, Score LCA nous avait mandaté, donc Élise Conseil et le cabinet Bleu Safran, pour mener une étude sur les mix électriques géographiques et les mix électriques marchés. Et notamment d'essayer de formuler, une des finalités de l'étude, c'était de formuler des recommandations en analyse de cycle de vie. Ce qui a mené, les questionnements qui ont mené à cette étude, c'était de voir quelle est la prise en compte des instruments contractuels d'électricité, et notamment en partant du constat qu'il y a un essor dans différents référentiels d'évaluation environnementale de la prise en compte de ces instruments contractuels. Donc je reviendrai sur ce que sont ces instruments contractuels, bien sûr. Et quels sont donc de répondre aussi aux questions sur les fondements de cette approche, comment on la met en œuvre dans le cadre d'analyse de cycle de vie et surtout quelles en sont les limites. Donc le constat de base, c'était que il y a une évolution de la prise en compte de l'électricité dans les référentiels méthodologiques d'évaluation environnementale, notamment certains référentiels comme le référentiel PEF, donc Product Environmental Footprint de la Commission européenne et la norme ISO 14067, mettent en avant ce type d'approche, donc l'approche marché. Alors, approche contractuelle, on l'appelle aussi l'approche marché, par opposition à l'approche géographique pour la constitution des mix électriques. Et certaines normes européennes tendent à s'aligner avec le PEF et l'ISO 14067 qui mettent dans la hiérarchie, on va dire, des différentes mix électriques ou approches visant à modéliser l'électricité, l'approche marché. Cette approche marché, elle soulève de nombreuses questions. L'utilisation du mix contractuel en soi semble facile à certaines phases du cycle de vie des produits ou des activités pour lesquelles on maîtrise l'information, donc pour lesquelles le commanditaire de l'étude ou le réalisateur de l'étude va maîtriser l'information donc sur le type d'énergie, d'électricité qu'il va consommer. Mais il y a une problématique un peu méthodologique et technique qui se pose sur comment ajuster l'ensemble des données d'arrière-plan, donc sur toute la chaîne de valeur des produits et des services, en utilisant l'approche marché au lieu de l'approche géographique qui, elle, est utilisée classiquement dans les bases de données d'ACV aujourd'hui. Une autre question se pose, c'est que quand on va utiliser une approche marché, on va modéliser donc un mix électrique spécifique qui en général est constitué d'énergie renouvelable, mais en contrepartie, on va devoir modéliser également des mix, ce qu'on appelle résiduels, qui sont établis à l'échelle européenne par l'AIB et qui couvrent essentiellement l'Europe, mais on ne va pas avoir la mise à disposition de ces mix résiduels pour des produits ou des activités qui sont importés d'autres régions géographiques comme l'Asie ou les USA. Donc là, il y a un problème de cohérence géographique ou de mise à disposition de données selon les zones géographiques étudiées. Il y a une question également qui se pose par rapport aux exigences générales de consistance qui sont mentionnées dans l'ISO 14044, donc qui régit la méthodologie analyse de cycle de vie. Donc ça, je les détaillerai aussi par la suite. Et on a une question qui se pose aussi sur la finalité des travaux ACV
Et notamment, est-ce que la finalité des travaux, donc quand on va réaliser une analyse de cycle de vie, est-ce que les objectifs qu'on se fixe sont de nature à influencer les choix méthodologiques de modélisation de l'électricité? Donc, pour répondre à toutes ces questions, on a organisé le travail enfin le travail de cette étude selon différents points. Donc, le premier, c'était d'abord une clarification du vocabulaire et des définitions des concepts qui sont sous-jacents à l'approche marché. Euh, Ensuite, on avait une analyse de ce que dit la réglementation européenne sur l'approche marché, notamment dans le cadre de l'Europe, ce sont les garanties d'origine. On a réalisé également un panorama des orientations et des exigences d'environ 20 référentiels méthodologiques d'analyse de cycle de vie ou d'évaluation environnementale de produits ou d'organisation. On a réalisé un état de l'art de travaux académiques sur le sujet. On a proposé également des études de cas et on s'est intéressé aussi à la position des acteurs, des différentes parties prenantes. Et notamment, on a essayé de mettre en avant, enfin de clarifier en tout cas les arguments des parties prenantes plutôt pour et des parties prenantes plutôt contre l'utilisation de cette approche marché en, en opposition à l'approche géographique. Enfin, on a réalisé aussi un état des lieux des bases de données ACV les plus utilisées et des choix méthodologiques qui sont appliqués dans ces bases de données. Et enfin, donc, l'objectif final, c'était d'aboutir à des recommandations sur la mise en œuvre de l'approche marché selon différents critères que je vous présenterai en fin de présentation. Donc, quand on parle d'approche marché, de quoi parle-t-on exactement? Donc, l'approche marché pour la modélisation de l'électricité, c'est une approche qui vise à refléter des choix contractuels individuels des consommateurs d'électricité. Donc, lorsqu'on va avoir des attributs d'énergie renouvelable qui sont liés aux consommateurs, le profil du kilowattheure correspondra à des systèmes de production qui sont spécifiquement choisis et utilisés par le producteur d'électricité. Et lorsque l'électricité dans l'approche marché ne possède pas d'attributs, donc qui ne possède pas de garantie d'origine, ou plus largement, puisqu'on a plusieurs systèmes de certificats d'énergie, ce qu'on appelle les EAC, les Energy Attribute Certificate, l'approche marché nécessite alors de recourir à ce qu'on appelle un mix résiduel du fournisseur, ou à défaut de considérer le mix résiduel de la zone géographique concernée. Donc, quand on parle de mix résiduel, de quoi on parle? Le mix résiduel, c'est un mix de consommation dont on a soustrait les garanties d'origine utilisées. La garantie d'origine étant un document, donc un certificat, un document électronique qui sert uniquement à prouver au client final qu'une partie ou une quantité déterminée d'énergie a été produite par des sources renouvelables. Alors, les sources renouvelables qui sont couvertes, celles qu'on connaît tous, hein, l'éolien, le solaire, l'hydro, de la combustion de biomasse, j'en oublie certainement, avec petit détail quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a étendu le système enfin l'approche marché à d'autres sources d'énergie primaire et notamment les sources d'énergie non renouvelables. C'est ce qu'on appelle le full disclosure. Donc dans ce cas-là, l'approche marché va prendre en compte les énergies renouvelables, mais également les énergies fossiles. Donc certains pays sont passés à une approche full disclosure, c'est le cas, je crois, de l'Autriche. Sur la garantie d'origine, donc une garantie d'origine, ça équivaut à 1 MWh injecté sur le réseau. Cette garantie d'origine, elle peut être couplée au mégawattheure vendu ou découplée. Et une garantie d'origine, elle est émise dans un État membre et elle est valable dans l'ensemble de l'Union européenne pour une période de temps donnée. En général, la garantie d'origine est valable pour une période d'1 an. Au-delà de cette période, si la garantie d'origine a été utilisée, dans ce cas-là, elle est annulée. Et si la garantie d'origine n'est pas utilisée, elle est supprimée. Donc l'association qui va suivre et piloter le système des garanties d'origine en Europe, c'est l'Association of Issuing Bodies. Donc elle a pour but de permettre les échanges de Go et de tracer ces échanges. Si jamais vous avez des questions, je ne sais pas comment vous le faites d'habitude, mais soit je peux les prendre au fur et à mesure ou à la fin de la présentation. C'est comme vous voulez. En général, on les prend au fur et à mesure quand il y en a. Donc, si vous avez des D'accord. questions, n'hésitez pas. Voilà.
Donc, pour résumer, l'approche marché, donc c'est une approche vraiment où on va avoir un système de certificats associé à un mégawattheure produit qui garantit que l'électricité qu'on va acheter, que le consommateur final va acheter, a été produite selon, à partir de sources d'énergie, alors en général renouvelables. Maintenant, avec le full disclosure, on peut aller au-delà. Mais ça garantit donc une origine géographique de la production de l'électricité et une garantie aussi technologique, puisque la garantie d'origine doit préciser à partir de quelle technologie a été produite l'électricité achetée. Donc cette approche marché, dans l'analyse de cycle de vie, dans les évaluations environnementales plus largement, c'est aujourd'hui un sujet controversé, qui est très controversé. Donc parmi les acteurs clés sur ce sujet, on va trouver tout un tas d'arguments qui vont dans le sens de l'utilisation de l'approche marché et des arguments qui décrivent un petit peu cette approche. Dans les arguments qui vont plutôt dans le sens de l'utilisation de l'approche marché, on va avoir le premier argument qui est celui que bah, cette approche, elle permet de refléter des choix individuels d'entreprise, contrairement à l'approche géographique. Alors, pour préciser, l'approche géographique qu'on oppose à l'approche marché, c'est l'approche, on va dire, classique de modélisation de l'électricité, dans laquelle on va considérer les flux physiques d'électricité, donc de production sur un territoire donné, souvent c'est à l'échelle d'un pays, et on prend en compte également les imports et les exports entre pays interconnectés. Et cette approche géographique, elle va vous mettre à disposition un mix moyen pour un pays donné, sur une période de temps donnée. En général, il y a une mise à jour. Alors dans les bases de données ACV, on est sur oui, une fréquence de mise à jour des mix électriques tous les 2, 3, 4 ans, selon les bases de données. Donc, pour en revenir à l'approche marché, donc premièrement, c'est dans les arguments qui vont plutôt dans le sens d'utiliser cette approche. C'est une approche qui permet de refléter des choix individuels. Donc, une entreprise va décider d'acheter des garanties d'origine à un fournisseur d'électricité produite selon des filières de production d'énergie renouvelable, par exemple. Et donc, elles traduisent vraiment un choix délibéré d'une entreprise ou d'une organisation. Cette approche marché, elle est également en cohérence avec les instruments réglementaires et légaux, puisqu'en Europe, le, le marché des garanties d'origine, c'est quelque chose qui est encadré réglementairement et qui est contrôlé. Euh, un argument fort aussi pour l'utilisation de ce type d'approche, c'est qu'elle permet a priori de responsabiliser les consommateurs d'électricité dans la mesure où ils font un choix de s'orienter vers une source d'énergie renouvelable, donc a priori meilleure pour l'environnement euh, et pour, euh, voilà, pour l'amélioration du marché de l'électricité. Et un des arguments aussi qui est souvent avancé, c'est que cette approche marché, elle permet de favoriser la mutation des réseaux électriques par l'addition, a priori, de capacités de production d'énergie, enfin d'électricité décarbonée. Euh, une fois qu'on a énuméré tous ces arguments pour, il faut quand même mettre en exergue qu'il existe aujourd'hui de nombreux débats parmi les parties prenantes qui poussent à l'utilisation de cette approche, qui restent des débats et des postures qui sont contrastées parmi ces acteurs. Notamment, certains acteurs en faveur de l'utilisation de l'approche marché mettent en avant quand même le besoin de faire évoluer la méthode pour mieux la corréler pardon, à la convention contractuelle et la réalité physique des flux d'électricité, et notamment d'établir des critères de concordance, qu'elles soient temporelles, géographiques ou d'additionnalité, beaucoup plus stricts que ce qui est proposé aujourd'hui dans les différentes référentiels ou les différentes approches. Et d'autres acteurs en faveur de cette approche marché, eux, disent qu'au contraire, pour permettre une bonne prise en main et un bon déploiement de cette approche marché, il y a besoin d'une certaine flexibilité et de critères qui soient assez peu contraignants. Du côté des acteurs qui vont critiquer l'approche marché dans le cadre de l'utilisation en analyse de cycle de vie,
Un des arguments forts qui est mis en avant, c'est qu'il y a une décorrélation qui est trop poussée entre la réalité physique des flux d'électricité et certains outils contractuels, en raison de critères d'éligibilité des attributs qui sont peu ou pas contraignants. Euh, Ces acteurs précisent aussi que l'approche marché ne reflète pas vraiment la dépendance vis-à-vis des multiples fonctions qui sont rendues par les réseaux électriques, notamment les fonctions d'ajustement de l'approvisionnement d'électricité, tous les services rendus par le réseau qui ne sont pas reflétés par l'approche marché. Ils mettent en avant également donc, ces acteurs qui sont plutôt contre l'utilisation de l'approche marché, que cette approche, elle n'incite pas à prioriser des leviers d'action et que pour la transition énergétique, notamment pour tout ce qui va être lié à l'efficacité ou la sobriété. En gros, pour le dire plus schématiquement, vous êtes un industriel, vous achetez des garanties d'origine, ça vous permet, vous, de réduire votre impact, mais sans forcément faire d'efforts en ce qui concerne l'efficacité énergétique ou la sobriété. Et enfin, le dernier argument qui est avancé enfin, critique vis-à-vis de cette approche marché, c'est qu'il y a un risque fort d'informations trompeuses en lien avec l'usage de certificats émis pour des productions d'énergie non renouvelable historique, d'énergie renouvelable historique, pardon, notamment liée à la revendication de réduction d'émissions sans réduction d'émissions réelles au plan mondial. Donc, tout ça, c'est un peu lié à cette décorrélation physique des flux physiques et des outils contractuels qui est assez compliqué à régler aujourd'hui. Donc dans le cadre de l'étude, on a analysé environ une vingtaine de référentiels d'évaluation environnementale. Alors on avait parmi ces référentiels évidemment le PEF, les référentiels qui vont couvrir tout ce qui est déclaration environnementale, l'ISO 14067. Donc ça, c'est plutôt pour les référentiels qui vont s'intéresser à une approche produit. Et on a également regardé ce que préconisaient les référentiels plutôt orientés organisation, donc notamment le GHG protocole ou l'ISO 14064. Globalement, ce qu'on a pu constater, c'est que l'approche market-based, elle est plutôt fortement prescrite par des référentiels type produit, donc notamment déclaration environnementale produit ou empreinte produit via le PEF notamment, mais que pour les référentiels organisation, on va avoir une posture beaucoup plus contrastée, où plusieurs imposent l'utilisation d'une approche géographique et non de l'approche marché. Et dans le cas d'une utilisation d'approche marché, certains référentiels vont imposer ce qu'on appelle le dual reporting, c'est-à-dire que les impacts calculés pour une organisation vont devoir être reportés selon l'approche géographique d'une part et séparément selon l'approche marché, et de façon bien distincte. Donc, ce qu'on a pu également constater dans ces référentiels, c'est que les règles d'application de l'approche marché sont assez floues aujourd'hui. Il y a des inconsistances et des lacunes sur des recommandations à prendre ou des, des- des précisions qui manquent dans ces référentiels sur le déploiement de l'approche marché. Notamment, il y a une cohabitation explicite ou possible des approches marché et géographiques pour une même étude, ce qui pose un problème du point de vue de l'ISO 14044, puisque un des principes phares, enfin clés de l'ISO 14044, c'est le principe de consistance. Et dans beaucoup de référentiels aujourd'hui qui imposent ou permettent l'utilisation de l'approche marché, ne précisent pas ou plutôt même précise qu'à certaines étapes du cycle de vie, vous devez utiliser l'approche marché et à d'autres étapes du cycle de vie, notamment celles qui ne sont pas sous le contrôle de l'entité qui réalise l'étude, vous allez devoir utiliser l'approche géographique. Donc, ce qui pose un problème d'un point de vue de la cohérence méthodologique dans la mesure où, dans l'approche géographique, on prend en compte toutes les filières, tous les modes de production d'électricité, qu'elles soient sous garantie d'origine ou pas. Et dans l'approche marché, on est censé bien distinguer d'une part ce qui relève, ce qui est couvert par les garanties d'origine, par exemple, et ce qui ne l'est pas. Donc le fait de faire cohabiter ces deux approches pose un problème vraiment de cohérence dans les études.
On a constaté également une absence de règles sur le choix des mix électriques dans le cas de l'électricité évitée. Alors là, on va plutôt s'intéresser à l'étape de fin de vie, quand on va avoir par exemple de la valorisation énergétique ou du recyclage de déchets. Euh, Quand on veut calculer les impacts évités par le recyclage ou la valorisation énergétique, les référentiels aujourd'hui ne précisent pas du tout quel type de mix électrique on va devoir utiliser. Est-ce qu'on utilise le mix résiduel, est-ce qu'on utilise un mix spécifique ou le mix géographique? Donc ça, c'est quelque chose qui pose un problème, d'autant plus que cette absence de règles, alors pour le cas spécifiquement des impacts évités, quand on va par exemple être sur des produits qui ont une longue durée de vie, la fin de vie du produit va arriver au bout de 50, voire 50 ans, voire plus, notamment dans le cas de la construction. Mais on n'a aucune idée de ce que sera l'état du marché de l'électricité à horizon 50 ans. Donc ça pose un vrai problème de cohérence et de modélisation. Euh, on a également un manque de précision sur les critères d'éligibilité des instruments contractuels à considérer dans les études. Pour qu'elles puissent être utilisées de façon cohérente dans les études ACV. Et enfin, du point de vue de la modélisation des mix contractuels d'énergie renouvelable, il y a assez peu de recommandations qui sont, voire pas du tout, de recommandations qui sont faites sur la façon de les modéliser. Notamment, on a pu s'apercevoir dans les cas d'études présentés dans l'étude SCORE que certaines, certains aspects méthodologiques, notamment la prise en compte ou non des infrastructures de production d'électricité pour d'énergie renouvelable, vont jouer fortement sur les valeurs qu'on obtient pour le kilowattheure d'électricité modélisé. Et si on va au-delà des moyens de production, comment modéliser les pertes réseau? Est-ce qu'on va prendre un mix résiduel? Est-ce qu'on prend le mix spécifique d'énergie renouvelable? Ou est-ce qu'on prend un mix géographique? Il y a la question également de la validité temporelle, puisque une garantie d'origine va être valable sur une durée d'1 an. Donc, normalement, quand vous allez réaliser votre étude, les résultats, a priori, vont avoir une validité temporelle d'1 an, puisque l'année d'après, rien n'oblige l'industriel ou le commanditaire de l'étude d'utiliser le même type de contrat d'électricité renouvelable que celui qu'il avait utilisé l'année où il a réalisé l'étude. Donc il y a un vrai enjeu sur cette validité temporelle des résultats. Du point de vue donc à l'issue un peu de cet état des lieux et de cette clarification de ce qu'est l'approche marché, on a établi toute une série de recommandations selon les objectifs et les contextes d'application lorsqu'on va réaliser une évaluation environnementale. Donc, dans les objectifs, on a distingué environ, enfin quelques objectifs principaux lorsqu'on a une analyse de cycle de vie, notamment dans le cadre de travaux d'éco-conception ou de recherche de R&D sur des produits ou des nouveaux procédés. On a certains enjeux de l'approche marché qui vont être importants à considérer dans l'étude, notamment la disponibilité des informations qui sont relatives à la chaîne de valeur et aux conditions d'utilisation du produit. Dans certains cas, sur des produits innovants, par exemple, on ne va pas avoir une connaissance très fine de la chaîne de valeur, puisque c'est parfois des études qui sont plutôt d'ordre prospectif, on va dire. Donc la chaîne de valeur n'est pas forcément connue. Donc, par exemple, si vous remontez votre chaîne de valeur, vous allez normalement, dans une étude où vous connaissez vos fournisseurs, vous pouvez remonter et avoir des informations sur l'utilisation ou non de l'approche marché, ou en tout cas savoir si vos fournisseurs, par exemple, vont utiliser des garanties d'origine pour s'approvisionner en électricité. Quand vous ne connaissez pas encore votre chaîne de valeur puisque c'est prospectif, dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir des informations fiables. Il y a un risque également d'appliquer systématiquement des mix électriques résiduels pour une approche market-based. Et enfin, il y a un besoin pour ce type d'études de cerner les liens de causalité. Et là, quand on va être sur des études plutôt prospectives, ces liens de causalité vont être beaucoup plus difficiles à déterminer. Donc dans ce cas, lorsque l'objectif est plutôt un travail d'éco-conception et de travaux R&D, on recommande plutôt de proscrire l'utilisation de l'approche marché.
Dans le cas d'une optimisation de produits ou de services, il y aura une attention particulière à porter à la tentation de vouloir réduire uniquement le résultat, donc réduire son empreinte carbone, par exemple, avec l'utilisation d'énergie sous garantie d'origine, et la nécessité d'intégrer une consommation d'énergie, alors pour contrebalancer cette tentation de vouloir réduire absolument son résultat, on va recommander d'intégrer dans l'analyse une, une, euh, une analyse justement de la consommation d'énergie primaire totale pour évaluer le niveau de dépendance aux énergies renouvelables et suivre les efforts de sobriété énergétique. Et là encore, il y a un besoin fort de cerner des liens de causalité. Donc, dans ce type d'études, on va plutôt privilégier une approche location-based, donc plutôt un mix, ce qu'on appelle le mix géographique. Dans le cas d'une aide au choix d'une solution ou d'assertions comparatives qui sont destinées à être communiquées publiquement, il y a un gros risque, si on utilise l'approche marché, d'induire une distorsion de la représentativité des systèmes concurrents avec lesquels on se compare, puisque avoir une connaissance fine de la chaîne de valeur, là encore, des systèmes concurrents, c'est très compliqué. Si vous comparez les résultats de votre produit avec un produit du concurrent, vous ne saurez pas a priori si le concurrent fait appel, enfin utilise des garanties d'origine pour s'approvisionner en électricité ou si ses propres fournisseurs utilisent des garanties d'origine. Donc en fait, on risque, dans ce cas-là, si vous déployez l'approche market-based, vous allez devoir, pour le système concurrent, utiliser a priori le mix résiduel, donc le mix duquel on a extrait, on a sorti toutes les garanties d'origine. Et dans ce cas-là, vous risquez de surévaluer l'impact du système concurrent. Donc ça nécessite de vérifier que le positionnement entre les solutions n'est pas uniquement lié à l'approche choisie pour modéliser l'électricité. Et il y a également le problème de la cohérence temporelle dans la mesure où la période de validité, elle est conditionnée par la période de validité des instruments contractuels qui est en général d'1 an. Donc en gros, quand vous allez communiquer vos résultats, cette communication, elle peut être faite uniquement sur la durée de validité, donc valable uniquement une année. Donc dans ces cas-là, la recommandation qu'on fait, c'est que si vous utilisez une approche marché, il faut quand même regarder ce que peuvent donner les résultats avec une approche location-based pour éviter tout biais d'interprétation des résultats. Et dans ces cas-là, il y a également un travail de correction, de rectification des inventaires d'électricité à effectuer et de bien mettre en avant que la durée de vie des résultats de l'étude vont être limitées dans le temps. Enfin, dans le cas d'une communication environnementale basée sur l'ACV, alors typiquement dans le cas des déclarations environnementales produits ou des empreintes produits, il y a une nécessité de réduire l'hybridation de l'approche marché avec l'approche géographique en fonction des étapes du cycle de vie pour les mix électriques et un besoin vraiment de transparence sur les choix qui sont effectués. Euh, Là encore, il y aura probablement besoin d'effectuer des rectifications d'inventaire de cycle de vie, notamment pour, dans le cadre de l'utilisation de l'approche marché, modifier les mix électriques utilisés, puisque dans les bases de données ACV, en général, ce sont plutôt des mix géographiques qui vont être utilisés et pas les mix marchés. Et les résultats donc, doivent être vraiment communiqués avec une transparence maximale des choix qui sont effectués. Donc toujours dans le cadre des recommandations qu'on a établies pour le choix et la hiérarchisation des mix, euh, pour des approches type empreinte environnementale produit ou déclaration environnementale produit, euh, les principales recommandations qu'on a faites dans cette étude, ça va être du point de vue méthodologique d'essayer d'avoir une consistance de respecter le principe de consistance de l'ISO 14044, d'essayer d'éviter au maximum l'absence de double comptage et d'avoir une juste représentation des choix contractuels. Sachant que le respect du principe de consistance et veiller à l'absence de double comptage,
aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en œuvre du fait de l'absence de bases de données qui vont être basées sur une approche marché complète et des limites qu'on a déjà évoquées sur notamment la disponibilité de mix résiduels dans certaines régions géographiques ou pour lesquelles il n'existe pas aujourd'hui. Donc, une consistance complète aujourd'hui, lorsqu'on va déployer l'approche marché dans les études ACV, est presque, on peut dire presque impossible à obtenir. Et le problème du double comptage, c'est que quand on va utiliser une approche marché à certaines étapes et pas à d'autres, donc on va se rabattre pour d'autres étapes à l'approche géographique, on a un double comptage de l'électricité produite par les énergies renouvelables puisque l'approche géographique intègre l'énergie produite par les doubles comptages. Elle n'est pas déduite de ces mix géographiques. Donc d'une étape à l'autre du cycle de vie, on peut avoir des doubles comptages sur une zone géographique donnée. Donc pour des règles d'application, donc ce qu'on préconisait dans l'étude, c'est autant que faire se peut rectifier les inventaires de cycle de vie d'arrière-plan qui sont initialement construits en location base pour les adapter et les remplacer par une approche marché, ce qui peut être très compliqué à faire en fonction du type de base de données ACV qu'on va utiliser, puisque certaines bases de données vont être modulaires, donc on peut remonter l'arborescence et puis modifier les inventaires de production d'électricité. Mais si vous avez un système de produits complexe et une chaîne de valeur très, très étendue, ça peut être un travail vraiment de longue haleine, voire impossible à réaliser, puisque remonter toute la chaîne de valeur et modifier, passer en approche marché peut s'avérer être un travail vraiment colossal. Euh, on va également préconiser un recours restreint au location base sous réserve d'une faible contribution euh, aux étapes qui vont avoir une faible contribution aux impacts environnementaux. Donc le recours restreint à l'approche location-based ou approche géographique va plutôt, si on doit faire cohabiter les deux, va plutôt être entre guillemets autorisé aux étapes pour lesquelles la production d'électricité, enfin l'électricité ne va pas contribuer énormément. Ça permettra de limiter le biais et notamment la partie double comptage entre l'approche marché et l'approche géographique. Il y a également un gros effort de collecte à fournir, de collecte de données à fournir en sollicitant les acteurs de la chaîne de valeur lorsqu'ils sont identifiés. Donc c'est pour ça que la connaissance de la chaîne de valeur va être très importante si on veut déployer une approche marché. Et donc cette collecte de données va permettre de refléter leurs choix individuels. Et enfin, sur la phase d'utilisation, on va avoir des recommandations ad hoc qu'on a présentées dans le rapport de l'étude en fonction des spécificités qu'on peut avoir à cette étape, notamment dans le cas de, d'une phase d'utilisation où l'électricité va être un contributeur important. Dans ce cas-là, il faut vraiment creuser cette phase d'utilisation pour éviter les biais de consistance entre approche marché et approche géographique. Et il y a également de nombreux développements méthodologiques qui restent à apporter dans les référentiels ACV aujourd'hui pour mettre en place l'approche marché, notamment démontrer le caractère peu contributeur de l'ensemble des étapes restant à modéliser en location base, donc en approche géographique, et présenter de façon adéquate les électricités évitées. Donc c'est ce dont on a parlé tout à l'heure sur la fin de vie notamment, où bah, aujourd'hui ça reste quand même très compliqué de savoir à horizon dans un horizon temporel plutôt lointain, quand on va arriver en fin de vie des produits, de savoir à quel type d'électricité on va se substituer. Donc là, on a un manque d'information du fait du caractère quelque part un peu prospectif de ce type sur cette fin de vie. Et à l'échelle d'une organisation, donc une organisation qui souhaiterait développer une approche marché, doit veiller à ce qu'il y ait une consistance de l'application de l'approche marché pour l'ensemble des produits. C'est-à-dire que un, si vous prenez un site industriel qui va consommer de l'électricité couverte par des garanties d'origine, l'idée, ça va être d'appliquer la consommation des garanties d'origine à l'ensemble des produits fabriqués par ce site
et pas à un seul produit ou un nombre restreint de produits. Donc c'est éviter de ce qui évite quelque part de se retrouver dans une situation où on serait dans une approche un peu mass balance, où on va, attribuer, un impact environnemental réduit du fait de l'utilisation de Go à un produit, par exemple un produit phare, et les autres produits vont prendre les impacts environnementaux, plus élevés du mix résiduel. Heu donc pour éviter ce biais, de communication et d'interprétation sur les impacts environnementaux produits, nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'appliquer l'approche marché à l'ensemble de la production d'un site industriel. Et au-delà, si par exemple, on est dans le cadre d'un groupe, qui va avoir des sites de production dans différents pays, si par exemple, vous avez un site situé en France, que, ce site va consommer des garanties d'origine, de l'électricité sous garantie d'origine, dans ce cas-là, si vous avez un site situé par exemple en Allemagne, il faut que l'approche marché soit déployée à, à l'échelle du groupe, même si le site allemand, si le site allemand par exemple n'a pas recours aux garanties d'origine, dans ce cas-là, l'approche marché va quand même s'appliquer dans le sens où le mix électrique qui doit être utilisé, ce sera le mix résiduel. Donc le mix résiduel en général est plus impactant, notamment sur l'indicateur de changement climatique que le mix géographique, dans la mesure où on a retiré toutes les garanties d'origine, donc les énergies renouvelables du mix électrique résiduel. Donc quelque part, la consistance d'application, elle est clé au niveau des produits et des sites, différents sites d'une organisation, pour éviter un effet un peu de cherry picking et puis attribuer des impacts environnementaux réduits à un type de produit ou un site et pas à d'autres. On a également, alors là, on va s'intéresser plutôt à la modélisation des mix électriques contractuels. Donc on a établi quelques principes directeurs pour la modélisation des mix contractuels spécifiques, notamment la nécessité de considérer la production, l'utilisation, la maintenance et la fin de vie des infrastructures. Donc que ce soit les infrastructures de production ou les infrastructures de réseau de transport de l'électricité. Quelque part, il ne suffit pas de modéliser un mix énergie renouvelable spécifique. Il va falloir aussi regarder derrière toute la chaîne de transport et de distribution d'électricité et s'interroger sur, par exemple, les pertes électriques sur le réseau, qui, dans certaines régions, peuvent représenter jusqu'à 7 ou 10%. Comment est-ce que je vais modéliser ces pertes électriques? Quel mix électrique je vais utiliser pour modéliser les pertes? Il faut également veiller à tenir compte des flux de matériaux ou de ressources qui sont pertinents et spécifiques aux technologies de production d'électricité. Par exemple, pour l'éolien, il va falloir s'assurer que les inventaires de cycle de vie qu'on utilise pour modéliser les, les filières de production éolienne prennent bien en compte, par exemple, des flux liés aux terres rares, sachant que ce sont des matériaux qui sont clés dans ce type de technologie. Il va falloir également démontrer la concordance technologique et géographique et temporelle des attributs de l'électricité contractualisés et des ICV utilisés, notamment assurer une transparence des données et des hypothèses qui sont utilisées dans les études. Et on va devoir également affecter les attributs environnementaux de l'électricité à toute la production du site. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, toute la production du site consommateur d'électricité sur la période qui est couverte et non à une fraction de la production. Et également pour les entités qui ont plusieurs sites de production ou plusieurs produits, d'appliquer cette approche market-based de manière complètement homogène et d'éviter de l'utiliser là, entre guillemets, où ça peut arranger le réalisateur ou de l'étude ou l'industriel. Voilà pour ces recommandations. Est-ce que vous avez des questions sur certains aspects? Alors j'imagine qu'il y en a, sachant que voilà, c'est un sujet aujourd'hui qui est encore largement débattu. Euh, il n'y a pas encore de consensus complet sur la façon de déployer, d'utiliser l'approche market-based, mais il y a ces questionnements vraiment. Alors
certains référentiels, hein, comme on l'a dit, autorisent et même poussent pour l'approche marché. Mais aujourd'hui, son déploiement, en résumé, doit être vraiment fait d'une façon prudente et très transparente. Alors, on a des commentaires et des questions dans le chat. Questions en partie répondues pour certaines. Est-ce que ceux qui ont des questions veulent prendre la parole, tout simplement, ou lever la main? Moi, j'avais plus une remarque, mais est-ce qu'avec tout ce que tu as expliqué comme contraintes ou comme choses auxquelles il faut faire attention, plus que des contraintes pour faire du location-based correctement, est-ce que ça veut pas dire qu'en fait, c'est juste pas possible en termes de complexité? Parce que je Alors, comprends tout ce que tu as euh, expliqué sur pourquoi il faudrait faire ça comme ça, mais ouais. en pratique, j'ai l'impression que Alors, c'est pareil. effectivement. Alors aujourd'hui, très très concrètement, hein, on le voit. Alors nous on réalise beaucoup de déclarations environnementales produits. Et aujourd'hui, notamment dans le cadre de la base IGNIS, pour ceux qui connaissent, donc c'est la base de données qui regroupe les fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour les produits de la construction. Donc derrière, qui alimente les calculs réglementaires pour la RE 2020, le programme et les règles autorisent l'approche marché. Sauf que on est clairement dans une zone un peu de flou où personne, enfin, du fait de l'absence de règles, cette approche marché, elle n'est pas forcément déployée de façon homogène. Typiquement, la prise en compte des garanties d'origine sur la phase de fabrication par les industriels est autorisée, mais sur les autres étapes du cycle de vie, on sera sur une approche géographique. Donc là, on a vraiment ce problème d'inconsistance, enfin de consistance qui est édicté par la 14044, qui aujourd'hui clairement n'est pas résolu. Et effectivement, si on voulait demain mettre en œuvre une approche marché de façon vraiment cohérente et consistante selon les critères de l'ISO 14044, clairement, aujourd'hui, on n'a pas vraiment les moyens techniques de le faire, puisque de toute façon, des bases de données ACV sont, sont conçues avec des mix géographiques et non contractuels. Et dans le cas, alors il y a quand même certaines bases de données, notamment EcoInvent, qui proposent les mix résiduels, donc qui sont les pendants des mix spécifiques énergie renouvelable sous garantie d'origine. Euh, donc il les propose, mais pour l'Europe uniquement. Et dans les chaînes de valeur, en général, vous avez quand même de nombreuses matières premières qui vont être produites dans d'autres zones géographiques, en Asie, aux États-Unis, etc., pour lesquelles on ne dispose pas de ces mix. Donc oui, clairement, l'approche marché aujourd'hui, si on voulait la mettre en œuvre de façon complète, on n'a pas la possibilité de le faire. Mais même si on a le mix résiduel, si je comprends bien, c'est pas ça qu'il nous faudrait. Il nous faudrait le mix moyen ENR utilisé par un secteur d'activité ou un supplier pour pouvoir Alors oui, calculer son flux à lui. effectivement, en fait, dans les études approche marché, en fait, vous aurez besoin des deux. C'est-à-dire que si la totalité de votre consommation d'électricité de votre site est couverte par les garanties d'origine, bon, bah, dans ce cas-là, il faudra effectivement que vous modélisiez votre mix supplier spécifique. Le mix ENR, X% d'éolien, X% d'hydro. Dans le cas où vous avez qu'une partie de votre consommation d'électricité qui est couverte par les garanties d'origine, dans ce cas, vous aurez besoin, pour la partie non couverte par garantie d'origine, vous aurez besoin d'utiliser un mix géographique, un mix pardon, résiduel. Et ce mix résiduel, alors il y a toute une méthodologie publiée par l'AIB pour le calcul du mix résiduel, mais concrètement, un praticien ACV ne peut pas reconstituer lui-même le mix résiduel. Il a besoin que ces mix soient mis à disposition parce il y a beaucoup de données qui sont déjà mises à disposition par l'AIB et traitées par l'AIB pour construire ces mix résiduels. Ok. J'avais une question sur le tout début sur la prise en compte, moi, des garanties d'origine. Je pensais qu'il y avait des règles plus strictes de prise en compte des garanties d'origine en termes de durée. J'avais en tête 3 mois, mais je ne sais pas d'où je l'ai tiré. Et de contraintes d'interconnexion, en tout cas sur l'Europe. Alors oui, effectivement, alors aujourd'hui,
de mémoire, on reste sur un pas de temps temporel, enfin sur un pas temporel d'un an. Mais il y a beaucoup d'argumentations qui sont faites pour justement essayer de réduire le pas de temps de validité des garanties d'origine au pas mensuel, voire même certaines propositions ont été faites au pas horaire pour essayer de réduire le biais entre le moment où la garantie d'origine est émise et le kilowattheure est injecté et le moment où il sera utilisé. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, le fait qu'une garantie d'origine soit valable un an, c'est quelque part créer un espèce de stock virtuel d'énergie renouvelable, alors que dans certains cas, si vous prenez du solaire par exemple, bah, le solaire la nuit, il n'y a pas de production. Donc oui, le pas temporel des garanties d'origine, c'est un sujet qui est débattu. Euh, de ce que j'ai en tête, normalement, les certificats sont quand même valables une année, mais il y a des recommandations qui sont faites pour avoir une, une durée de validité du certificat qui soit beaucoup plus réduite. Ok. David, tu avais deux questions, mais voilà, dans le chat. Une première question sur les émissions évitées. Approche marché pour les émissions évitées a-t-elle un sens? Et une deuxième question, tu as le sentiment qu'on évite les questions politiques que pose chacune des approches, en particulier la prédation des acteurisses sur les énergies renouvelables qui peuvent se présenter comme verts juste parce qu'ils en ont les moyens économiques. Oui, alors sur la première question, effectivement, sur la question donc des impacts évités, notamment sur la fin de vie, clairement l'approche marché aujourd'hui, alors c'est plutôt un avis, on va dire, personnel ou en tout cas partagé aussi par les collègues qui ont fait l'étude, c'est qu'aujourd'hui l'approche marché, clairement pour ce type d'étape où là on se projette dans le temps, donc dans un futur, ça paraît impossible à mettre en œuvre, puisqu'on n'a pas d'idée claire de quel sera le marché, quels seront quel sera l'état du parc de production, est-ce qu'on sera vraiment sur beaucoup plus d'énergie renouvelable ou pas, et quel type d'énergie renouvelable. Donc clairement, pour les impacts évités, l'approche marché paraît contre-intuitive. Alors la deuxième question, c'était sur... Les questions politiques que pose chacune des approches et en particulier la prédation Oui. des acteurisses des énergies renouvelables qui peuvent se présenter comme verts juste parce qu'ils ont les moyens économiques de le faire. Effectivement, là on est sur une problématique, enfin un argument un argument des acteurs qui sont plutôt contre l'utilisation de l'approche marché, c'est que l'approche marché aujourd'hui, elle est possible à mettre en œuvre pour des acteurs qui ont les moyens et la possibilité d'acheter des garanties d'origine. Si vous prenez par exemple un produit où il y a une phase d'utilisation qui va impacter beaucoup euh, via la consommation d'électricité, le consommateur lambda, entre guillemets, n'a pas forcément la possibilité de choisir son mix électrique. Et dans ce cas-là, finalement, l'achat de garantie d'origine va plutôt être trusté par des industriels qui auront les moyens, la possibilité d'acheter et de choisir leurs fournisseurs et vont quelque part priver d'autres types de consommateurs de garantie d'origine ou en tout cas d'énergie renouvelable. Donc oui, clairement, politiquement, ça pose des questions et c'est un point aujourd'hui qui est difficilement, comment dire, abordable dans les analyses de cycle de vie. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je regarde dans le chat. Au-delà des sujets politiques, un sujet philosophique, à partir du moment où il y a des effets indirects de cette approche-là, tu l'as évoqué sur la slide au début, là, qu'en fait, à partir du moment où les gens achètent juste des garanties d'origine, ils leur donne bonne conscience et derrière, ils font aucun effort. Tout à fait. J'ai des exemples concrets dans mon entreprise de gens qui ont compris ça et que du coup, salut. Donc c'est compliqué de motiver les gens à partir du moment où on achète de l'électricité renouvelable, mais par ailleurs, on achète de l'électricité renouvelable, donc du coup, c'est compliqué en interne des boîtes. Il y a un argument là qui tombe, alors je suis en train de regarder au niveau mondial, mais au niveau français,
l'argument de dire ça favorise t'as appelé ça le transfert ou enfin le fait d'avoir des nouveaux moyens de production renouvelables et donc de baisser l'empreinte carbone de l'électricité. Bon, déjà en France c'est chelou, mais en France le prix de la garantie d'origine il est Oui, ridiculement faible quoi. Donc c'est c'est ça. Alors, évident qu'à 0,1% du prix du mégawattheure, ça va financer zéro nouvelle capacité quoi. ouais, tout à fait. Alors ça, c'est une autre critique qui est faite. Et alors, il y a quelques études qui commencent à s'intéresser à l'effet ou pas du système de garantie d'origine. Et effectivement, en fait, un des points critiques, c'est que le prix des garanties d'origine aujourd'hui est pas suffisamment élevé pour permettre un réel déploiement et un réel investissement massif dans les énergies renouvelables. Alors, ce que j'ai pas détaillé, c'est qu'il existe quand même plusieurs types d'outils contractuels. Le plus connu, c'est la garantie d'origine, mais il y a d'autres types d'outils contractuels, par exemple les PPA. Alors, je suis désolé, j'ai plus exactement en tête la signification de Power l'acronyme, mais Purchase je pourrais vous la Agreement. redonner. Mais les Power PPA, Purchase en fait, Agreement. voilà. Et dans le cas des PPA, on a quand même une corrélation un peu plus directe entre le projet, donc un projet de déploiement d'énergie renouvelable et l'utilisateur. C'est-à-dire que quelqu'un qui va contractualiser sous PPA, il sait qu'il va contribuer à un projet au développement d'un projet de production d'énergie renouvelable. Mais typiquement, aujourd'hui, c'est quand même le système des garanties d'origine qui est le plus utilisé. Et oui, il y a eu des études qui montraient que bah, finalement, l'effet vertueux du marché des garanties d'origine reste quand même encore à démontrer aujourd'hui du fait du faible prix des garanties d'origine. Il me semblait que dans la majorité des cas, en fait, les PPA étaient quand même aussi adossés sur le mécanisme de régulation des garanties d'origine. En fait, le producteur d'énergie dans le PPA, il émet des garanties d'origine que contractuellement, il s'engage à fournir aux clients du PPA. Mais ça reste adossé sur la même mécanique derrière. Ça Oui, veut dire que c'est quelque part, il y a des bons PPA et des bonnes garanties et des mauvaises garanties. alors oui, en tout cas, il y a des garanties, enfin des certificats qui vont contribuer plus directement au développement de certains projets. Alors ça peut être le cas dans les PPA, mais d'autres, notamment la garantie d'origine classique, qui contribuera pas, ou en tout cas moins directement. Alors ce point-là, dans le rapport, on l'aborde un petit peu, mais c'est vrai que l'effet sur le marché, en tout cas sur le parc des filières de production d'électricité renouvelable, l'effet des différents outils, c'est pas quelque chose qu'on a regardé spécifiquement, où là on est plus sur de l'analyse économique et alors on l'évoque très sommairement dans le rapport, mais c'est vrai qu'on l'a pas poussé beaucoup plus que ça. J'avais une question aussi. Alors, je me souviens d'avoir lu un rapport sur les mix résiduels et les gazoles d'origine qui montrait que une grande partie venait en fait de Norvège. Enfin, en tout cas, que la Norvège était un très 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 grand exportateur de Go et de produits associés. Et donc, Oui. du coup, ça n'entraînait aucune modification. Il est déjà quand même. Je pense qu'on peut guère faire mieux que la Norvège en termes de mix. Et du coup, ça fausse une partie du marché européen. Oui, alors là, en fait, dans le cas de la Norvège, de mémoire, je crois qu'on l'aborde également dans le rapport. Dans le cas de la Norvège, comme il y a une décorrélation pardon, des flux physiques et des outils contractuels, euh, il y a eu enfin, une période en tout cas où finalement la Norvège euh, exportait énormément d'électricité sous forme de garantie d'origine et les exports, euh, il y avait un déséquilibre en tout cas entre le flux physique et ce qui était exporté sous forme de garantie d'origine, entre ce que pouvait fournir la Norvège et ce qui était ce qui était consommé par les pays importateurs de ces enfin utilisateurs de ces Et effectivement, il y avait un déséquilibre à ce niveau-là qui, je crois, avait été mis en avant et, et en tout cas
très surveillé pour la Norvège. Et l'autre question, alors c'est un cas d'ailleurs la Norvège où ça posait une problématique également où, pour le cas de la Norvège, donc ça c'est un point qu'on avait abordé tout à l'heure, il y avait une question dessus, c'est que dans le cas de la Norvège, il y avait une exportation massive des garanties d'origine, donc utilisées par des pays de l'Union européenne. Et dans ce cas-là, la question qui se posait, c'est que bah, pour les sites norvégiens ou les consommateurs norvégiens, ça les privait typiquement, si on voulait appliquer l'approche marché de façon cohérente, ça privait les consommateurs norvégiens des garanties d'origine, ou en tout cas d'électricité verte, puisque l'essentiel de cette électricité était exporté. Et du coup, ce qui voudrait dire qu'un consommateur qui consomme de l'électricité en Norvège se verrait attribuer le mix résiduel qui, lui, bah, effectivement, va être assez désastreux par rapport à un mix spécifique, quoi, un mix électricité verte. Donc là, on rejoint le côté un peu politique, voire philosophique de l'utilisation de l'approche marché. C'est que quelque part, des industriels européens qui peuvent acheter des garanties d'origine privent des consommateurs du pays où sont installées les unités de production d'énergie renouvelable de la possibilité de décarboner leur électricité. Ok, merci, très intéressant. Alors, au niveau des études, des effets justement sur la partie utilisation et aux différentes étapes du cycle de vie, il y a une étude qui a été menée, je crois, par des Suisses pour essayer justement de mettre en avant un peu l'influence que va avoir l'utilisation l'utilisation de l'approche marché aux différentes étapes du cycle de vie et aborde un petit peu ces questions des utilisateurs et des mix qui sont des incohérences ou des risques qu'on peut observer lorsque les garanties d'origine sont utilisées, sont trustées un peu par certaines étapes du cycle de vie et non disponibles pour d'autres. Normalement, dans le rapport, on a dû citer cette étude. Je pourrais la retrouver éventuellement. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions pour Frédéric? Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées dans le chat et auxquelles on n'a pas répondu? Je suis en train de remonter le chat. N'hésitez pas à vous manifester si vous avez posé une question à laquelle on n'a pas répondu. Je crois qu'on a fait le tour. Et moi j'ai une question pour Gauthier, en fait, ce qu'on discute, mais je comprends pas ce qu'il dit en fait. Le mix résiduel, il est forcément supérieur au mix de la partie énergie renouvelable, en fait, parce que tu retires l'énergie renouvelable de ton mix électrique national. Donc si tu enlèves les garanties d'origine, tu augmentes ton... Oui, non, en fait, c'est une blague, mais si tu prends en compte tout ce que la Norvège exportait comme go, en fait, théoriquement, tu pourrais même te trouver avec un mix électrique qui est négatif tellement ils en enlèvent chez les autres, mais du coup, surtout avec un mix résiduel extrêmement élevé de tout ce qui remplace. Mais c'était une boutade, François. Oui, mais enfin bon, comme c'est un peu compliqué les trucs. Mais de toute façon, le J'étais mix parti loin. résiduel, c'est pas pour dire, mais on les a pas les mix résiduels en fait, même en France. Enfin, comment on fait pour les calculer, les avoir? Enfin, Alors, si, si l'IAB. on les a, c'est l'AIB qui les fournit. Ils sont intégrés aujourd'hui dans la base Eco-Invent et on les a aussi dans la base EF de la Commission européenne. Mais la question qui se pose, c'est que d'un point de vue représentativité temporelle sur ces mix-là, on est toujours en décalage. Si aujourd'hui, en 2025, vous souscrivez des Go, enfin vous achetez des Go, dans les bases de données ACV, vous n'aurez pas le mix résiduel 2025, puisqu'il y a toujours un temps de déploiement dans les bases de données qui va, au mieux, vous aurez le mix 2024, mais en général, c'est plutôt les mix résiduels de 2022-2023 que vous aurez.
Par contre, l'AIB, tous les ans, met à jour ses statistiques et les données qui permettent de calculer les mix résiduels. Mais on a toujours quelque part, on a toujours quelques années de retard dans les bases de données ACV par rapport à ce qui pourrait être fait dans la réalité. Ouais, c'est pareil pour la base de l'IEA en fait. Enfin, c'est ça qu'on utilise nous parce qu'elle a une grande couverture internationale, mais on a les chiffres de 2020, quoi, un truc comme ça, quoi. C'est ça. 2021. Alors, après, cette critique-là, elle peut être faite aussi sur les mix géographiques, hein. C'est les mix géographiques tels qu'ils sont déployés dans les bases de données ACV aujourd'hui ont toujours quelques années de retard par rapport au contexte d'étude. Si jamais on veut faire une étude 2025 avec un mix géographique, on n'aura pas le mix géographique 2025 de disponible en général. Par contre, ce qui peut être fait, c'est que le mix géographique est quand même plus facile à modéliser lorsqu'on va à partir des données, notamment de l'IEA, lorsqu'elles sont disponibles. Et c'est plus facile de modéliser un mix géographique qu'un mix résiduel. Parce que le mix résiduel demande quand même un traitement des données sources assez poussé. Et il y a une petite complexité au niveau de l'établissement du mix résiduel qu'on n'a pas avec le mix géographique. Bah après, quelques années de retard sur un facteur d'émission dans une base de données, des fois on est content, hein. Des fois on a des données très 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 vieilles sur des secteurs qui ont pas mal bougé. Enfin, dans le numérique, ça bouge pas mal et Ouais. on a plein de données très vieilles, quoi, qui valent plus rien aujourd'hui, quoi. Le mix résiduel, de toute façon, il faut avoir une visibilité sur tout ce qui a été vendu en garantie d'origine. Ça, c'est pas public. Pour moi, on Alors peut là, pas être du nous-mêmes, si. C'est public. pour l'Europe, l'AIB fournit ces données-là, si. Ah, Si, d'accord. si, C'est que là. ouais, on trouve facilement la quantité de garantie d'origine vendue dans un pays, en fait, enfin en térawattheure, donc tu sais faire le calcul. Genre, j'avais une autre question. Est-ce il est possible d'avoir des scores de fiabilité du market base en fonction des types de produits qui sont intégrés entre des Go, entre des PPA virtuels, PPA hors ligne, enfin, est-ce que on peut avoir entre guillemets un score de contenu du market base en fonction de ce qu'on met dedans? C'est une très bonne question. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas ce type ce type de regard, on l'a pas. On n'a pas vraiment d'outils ou de scoring qui permettrait d'établir une fiabilité des outils euh, à ce stade. Et c'est quelque chose justement qui doit être ça allait un peu dans le sens des recommandations un peu plus larges qu'on faisait dans le rapport, c'est que il y aurait idéalement une espèce de hiérarchie ou de euh, hiérarchie des outils contractuels à faire pour l'utilisation en analyse de cycle de vie, notamment en ce qui concerne tout ce qui est critères d'éligibilité de ces outils contractuels. Vérifier que si on met des critères un petit peu exigeants, les différents outils contractuels passent remplissent ces critères. Et aujourd'hui, clairement, enfin, à ma connaissance, on n'a pas de grilles qui permettent de passer en revue ces outils contractuels en fonction des critères d'éligibilité. Ok, merci. Alors après, il y a quand même des recommandations, on va dire, de bon sens, c'est que si on veut utiliser l'approche, enfin mettre en œuvre l'approche marché, il faut déjà, un des premiers critères, c'est déjà de plutôt autoriser ou s'orienter vers des outils, comment dire, des certificats liés et éviter tout ce qui est unbundled, enfin non lié. Puisque pour les certificats non liés, en fait, vous savez pas vraiment ce que vous achetez et c'est assez opaque. Donc déjà, sur le type d'outil très général, plutôt s'orienter, se lancer dans l'approche marché quand on est sur des outils contractuels type certificat lié. Enfin, oui, moi, par défaut, si j'ai aucun market base et pour soit constitué de bundled, je le prends jamais en compte. Enfin, Ouais, je prends rarement en compte le market base déjà à la base. oui. Mais si en plus je vois que c'est du unbundled, on prend rien. Par contre, dans le numérique, je pense un des seuls acteurs sur lequel le market base est un peu plus sensé, c'est Google, parce que c'est ceux qui ont le plus poussé
le PPA à l'heure, même si c'est encore expérimental. Mais sinon, le reste, c'est quand même. Ça part loin, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Non, non, c'est sur cette approche-là, clairement, quand on est praticien CV, il faut vraiment avoir un regard critique et se méfier de l'approche marché. Nous, ce qu'on en retire dans nos études, c'est que l'approche marché, elle peut être intéressante pour quelque part valoriser un peu un effort complémentaire, mais tant qu'il n'y a pas au niveau d'un industriel, par exemple, d'un site, tant qu'il n'y a pas eu un réel effort sur tout ce qui va être efficacité énergétique, voire sobriété, dans ce cas-là, clairement, l'approche marché, c'est pas du tout une priorité et il vaut mieux s'en passer que de fausser des résultats ou d'avoir de mauvaises interprétations en utilisant l'approche marché. Alors, corrige-moi si je me trompe, mais du coup, j'ai l'impression que la principale utilité du market-based, ça va être de mettre en avant l'effort de contribution d'une entreprise à la décarbonation d'une grille, si tant est qu'il ait qu'il a acheté les bons pots et les bons produits. C'est ça, c'est très bien résumé, ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, pour les États, du coup, c'est un peu plus compliqué. Oui, alors à l'échelle d'un État, ça va être encore beaucoup plus compliqué, effectivement. Question de Catherine dans le chat. Peux-tu confirmer qu'il y a aussi un flou sur la définition des garanties d'origine, même au niveau de l'Union européenne, et que même l'AIB n'a pas les infos sur l'ensemble des garanties d'origine qui sont tradées? Là, on parle plutôt en termes de suivi des garanties d'origine, c'est ça? Je suppose, oui. Alors, de façon très transparente, on s'est intéressé évidemment à ce que fait l'AIB. Après, c'est quand même, alors au niveau européen, c'est quand même un marché qui est cadré, réglementé. Donc, l'AIB va disposer d'une vision quand même assez fine sur toutes les garanties d'origine utilisées, les garanties annulées, les garanties expirées. Tout ça, c'est quand même suivi de façon assez fine par l'AIB. Alors après, est-ce que il y a peut-être des trous dans la raquette? Mais là, j'avoue que c'est un sujet sur lequel je préfère pas trop m'avancer parce qu'on n'a pas non plus analysé de près comment était structuré le suivi des garanties d'origine. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Ben, si c'est bon pour tout le monde, je propose qu'on s'arrête là, du coup. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Si jamais il y a d'autres questions qu'on n'a pas pu aborder ou des points qui n'étaient pas forcément clairs, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc moi j'avais travaillé sur l'étude avec mon collègue Yannick Leguerne, moi plutôt sur les aspects modélisation, ACV, mix spécifique, etc. Et Yannick avait beaucoup travaillé sur entre guillemets la théorie, garantie d'origine, etc. Donc si voilà, il y a des points qui vous semblent pas forcément clairs ou que vous souhaiteriez creuser un peu plus, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions. Merci beaucoup, et beaucoup de merci dans le chat également.